Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer donc, notre atelier. Notre atelier numéro 4, donc, qui est consacré à la protection des jeunes majeurs et qui est intitulé, qui a été nommé de la théorie à la pratique. Parce que effectivement, il nous a semblé important de pouvoir réfléchir sur la question de les éléments qu'il peut y avoir dans le cadre de la loi Taquet de février 2022 sur la question de la protection des jeunes majeurs. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été intégrées dans le texte. En quoi ces dispositions peuvent constituer éventuellement une avancée ou un recul ou être en fait la prolongation du dispositif qui existait déjà. Donc l'atelier, nous avons 4 intervenants. D'une part, nous avons Isabelle Corrales, qui est avocate au barreau de Lille, qui est membre du groupe de travail mineur du Conseil national des barreaux, qui est extrêmement investi dans la défense des mineurs, que ce soit en matière civile ou en matière pénale. Nous avons également Alexandra Pérez, qui est directrice enfance et famille jeunesse au sein du département du Nord, et qui va nous présenter le dispositif EVA, entrée dans la ville adulte, un dispositif qui a été mis en place par le département du Nord, justement pour l'accompagnement des jeunes majeurs dans le cadre de l'accès à l'autonomie. La troisième personne qui est avec nous actuellement concentrée sur ces feuilles, c'est donc Christophe Davouche, qui est juriste, formateur, docteur en droit, co-président du GISTI et qui a toujours énormément travaillé sur la question de la protection de l'enfance, qui est auteur avec Pierre Verdier d'un ouvrage qui s'appelle La protection de l'enfance sur l'Hergé Euro. Et petit moment de publicité, cette nouvelle édition sur cet ouvrage sur la protection de l'enfance va être rééditée en mars prochain, à jour évidemment de la loi et des décrets d'application de la loi Taquet. Enfin, la quatrième personne qui sera avec nous, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, est M. Mamedi Diarra, qui est le président de Repère 94. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu, Repère, c'est une association d'aide aux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. M. Diarra est un ancien jeune de l'aide sociale à l'enfance. Il a été placé de ses 5 à 21 ans. Il pourra nous parler et témoigner un petit peu de la prise en charge et des conditions dans lesquelles cette sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance est mise en place pour lui. D'autre part, il est également juriste, formateur, conseiller municipal de la ville de Vincennes et personnalité qualifiée du collectif Cause Majeure. L'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter en fait les apports de la loi de février 2022 relative à la protection des jeunes majeurs, d'évaluer un peu les impacts qu'il peut y avoir sur ce dispositif, puisqu'en fait, si la loi date de février 2022, il y a déjà quelques, on a l'occasion d'en reparler effectivement, quelques impacts qui sont déjà intervenus dans le cadre des décisions de justice. Le Conseil d'État s'est positionné récemment sur la question justement de l'accompagnement des jeunes majeurs au moment de la sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Se pose également la question de l'aspect spécifique des mineurs non accompagnés et des recours qui sont mis à disposition de ces jeunes en cas de prise en charge. Et puis donc, de voir un petit peu, alors, je vais être clair, dans le département du Nord, il y a vraiment tout un dispositif qui a été mis en place qui est assez efficient et en tout cas très intéressant. Voilà. Bien. Après, c'est le département du Nord et ce sera une belle expérience. Maintenant, il y a d'autres départements où nous savons tous qu'il est extrêmement difficile pour les jeunes d'avoir accès à un contrat de jeune majeur. Souvent, la prise en charge s'arrête à 18 ans plus quelques mois, voire 18 ans plus court. Et donc, quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place pour ces jeunes? Le déroulé de l'atelier, ce qu'on vous proposait, c'est de laisser à chacun de nos intervenants un petit temps de présentation pour chacun d'entre eux, et après, qu'on puisse véritablement avoir un échange, parce que vous êtes tous des professionnels, et également dans le chat, que vous puissiez tous effectivement participer, et s'il y a des questions, je le dis, je vois pour ceux qui sont de l'autre côté de leur télé qu'il y a des soucis de son, donc on va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Ce qu'on fera, c'est qu'effectivement, je relayerai les questions qui vont être posées pour qu'on puisse les poser à nos différents intervenants. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais passer la parole en premier lieu à Isabelle Corrales pour qu'elle puisse nous présenter un peu le dispositif de cette loi du 7 février 2022 sous l'angle de l'accompagnement des jeunes majeurs au moment de la sortie du dispositif.
Merci Carole. Alors beaucoup de choses à dire sur cette loi du 7 février 2022. Je vais essayer d'être assez synthétique, mais bon, déjà beaucoup d'éléments à évoquer. Donc d'abord, cette loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le titre c'est important, a été présentée comme une avancée s'agissant de la protection des jeunes majeurs. Je vais reprendre les propos d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance, qui avait déclaré à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2022, quelques jours avant l'adoption définitive de cette loi. Et même si le projet de loi initial ne contenait aucune disposition sur l'aide aux majeurs, voilà ce que disait Adrien Taquet. Le projet de loi garantit que plus aucun enfant de la zone ne sera laissé sans solution à sa majorité. C'est la fin du coup près des 18 ans pour les jeunes majeurs des sorties sans solution avec le prolongement d'un accompagnement systématique des 18 aux 21 ans par les départements et par l'État qui prennent chacun leurs responsabilités pour garantir à ces jeunes majeurs une entrée plus sereine dans la vie active grâce à ce projet pour l'autonomie. On veut dire que l'histoire commence bien, mais ça va mal se finir. Donc, en réalité, la loi du 14 mars 2016 prévoyait déjà des dispositions novatrices et je vous les détaillerai en fonction des éléments apportés par la loi du 7 février 2022. Évaluer aussi les conditions de ressources et de soutien familial suffisant ou pas. Donc, effectivement, l'appréciation dépend du département. C'est un peu bizarre quand même. Donc, l'appréciation de ces critères dépendra du département et selon les territoires. Donc, vous avez un droit qui n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que le jeune sort nécessairement de l'aide sociale à l'enfance qu'il va être pris en charge. Il y a des conditions de ressources, de soutien familial à l'appréciation du département. Quatrième problème, ce qui présage à l'avenir un contentieux administratif toujours aussi important. Ça ne changera pas, finalement, la loi n'aura pas d'impact à ce niveau-là. Donc voilà pour le premier droit, j'ai pris le temps de l'expliquer parce que c'est quand même très important dans la prise en charge pour les jeunes majeurs. Maintenant, il y a d'autres dispositifs, je vais peut-être un peu plus rapidement. D'abord, l'entretien avant la majorité qui était prévu d'ores et déjà dans la loi du 16 mars 2016, maintenant qui est renforcé au niveau des délais, selon l'âge, au niveau du formalisme, puisque au cours de l'entretien, le mineur est informé de ses droits et qu'on lui notifie les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Ça, c'est l'élément nouveau de la loi du 7 février 2022, donc on a beaucoup plus de formalisme. Et aussi pour les MNA, important, puisque lors de cet entretien pendant la minorité, il est inséré un alinéa prévoyant que le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé lors de l'entretien de l'accompagnement apporté par l'ASE dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile. Donc ça, maintenant, c'est prévu textuellement dans l'article L222-5-1 du CAS qui prévoit cet entretien avant l'accès à la majorité. Et vous avez le droit aussi à l'accompagnement par une personne de confiance, j'y reviendrai. On a une circulaire intéressante quand même, la circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiates applicables issues de la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance qui prévoit, là, c'est la circulaire, que lors de son entretien, le jeune est informé de l'existence du contrat jeune majeur qui lui sera systématiquement proposé à sa majorité. C'est la circulaire qui a été rédigée par le garde des Sceaux en direction des juridictions et de la PJJ, mais pas des départements. Donc, c'est pas de sa compétence, mais c'est intéressant de noter que cette circulaire, voilà, elle n'est pas adressée au département. Mais c'est prévu par cette circulaire que le contrat jeune majeur doit être systématiquement proposé dans le cadre de cet entretien. La critique a apporté finalement à cet apport législatif pour renforcer les conditions de cet entretien pendant la minorité, c'est qu'il n'y a aucun caractère contraignant, aucun caractère obligatoire et pas de sanctions prévues en cas de carence. Et comment vérifier finalement les conditions de cet entretien, je le dirai tout à l'heure, s'il n'y a pas au moins, à part la personne de confiance mais qui n'est pas systématique, et qui est la personne de confiance qui est là pour vérifier que tout a bien été proposé, notifié et l'information des lois. Troisième point d'apport aussi par rapport au texte précédent de la loi du 14 mars 2016, c'est la loi du 7 février 2022 qui a créé et inséré un nouvel article L222-5-2-1 du CASF pour prévoir là un entretien après les 6 mois. 6 mois après l'accession à la majorité.
Donc, vous avez maintenant systématiquement pour tous les jeunes un entretien qui est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre 1 à 3 ou cinquièmement ou avant-dernier alinéa de l'article L222-5 du CASF. C'est important, c'est prise en charge obligatoire ou prise en charge facultative. Ils sont concernés par cet entretien. 6 mois après sa sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Et cet entretien peut même être renouvelé si la personne le demande, avant qu'elle n'atteigne l'âge de 21 ans. Ce qui est prévu aussi dans le cadre de cet entretien, c'est un droit à une information. Alors là, pour certains jeunes majeurs, on a du mal à suivre le texte. Je vous le dis tout de suite, il faut être très très précis. Là, le texte dit que le droit à l'information, ce n'est pas pour tous les jeunes. Là, c'est pour les cinquièmement. C'est pour ça que là, je me suis permis de vous dire, cinquièmement, c'est prise en charge obligatoire, c'est sortant de l'aide sociale à l'enfance et qui remplissent en plus les conditions de ressources ou de ressources insuffisantes. Il faut suivre. Donc, voilà, le droit à l'information et le droit d'être accompagné par une personne de confiance. Là, c'est pour tous les jeunes majeurs. Là, oui, donc c'est prévu pour tous. Une personne de confiance désignée en application de l'article L223-1-3 du CAS. On va y revenir, mais je peux en dire 2 mots. L'article L223-1-3 du CAS, en fait, prévoit les conditions de désignation de cette personne digne de confiance dans les mêmes dispositions, les mêmes conditions que le jeune soit mineur ou majeur. Sauf qu'un décret doit être pris pour fixer les modalités sur cette désignation. Et bien sûr, on n'a toujours pas de décret. Donc, ce serait bien que le décret puisse aussi permettre aux jeunes majeurs de désigner qui il veut, que ce soit une personne différente que la personne qui a été désignée lorsqu'il était mineur. Ça me semble être la moindre des choses, à voir si ce sera prévu. La critique, là encore, c'est que c'est un droit qui finalement n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de caractère contraignant, aucune obligation sanctionnable en cas de carence. Et pareil, qui va venir vérifier que tout a été bien notifié, le droit à l'information, etc., si la personne digne de confiance n'est pas présente et si les conditions même de sa désignation posent déjà difficulté. Quatrièmement, le contrat d'engagement jeune, je n'en dirai pas trop parce que ça concerne tout le département, mais c'est quand même important. Le contrat d'engagement jeune, c'est qui remplace la garantie jeune. Voilà. Donc ça, c'est important, doit être systématiquement proposé aux majeurs de moins de 21 ans et aux mineurs émancipés. Donc, j'en dirai pas plus parce que ça va concerner surtout le département, mais chose importante par rapport au texte, puisque je suis sur la phase vraiment théorique, c'est que le texte ne précise pas à qui incombe la responsabilité de l'information et de l'orientation pour, on va dire, pouvoir déployer finalement une réelle prise en charge effective des droits et d'accès à l'autonomie pour les jeunes majeurs. Sauf que depuis la loi du 2016, ça n'a pas été mis en place forcément sur tous les départements. Mais on avait, voilà, on va dire, là, très peu d'impact de cette loi, et notamment dans l'intérêt de ces jeunes majeurs. Le protocole devait servir justement à élaborer les projets individuels pour l'accès à l'autonomie. Et d'ailleurs, le projet devait être inséré dans le PPE, je pense. Le décret du 5 août 2022, donc il y a 2 décrets, non mais sur le papier, donc 2 décrets ont été déjà adoptés en application de la loi du 7 février 2022, et un des décrets concerne les jeunes majeurs. Donc, le décret du 5 août 2022 prévoit la création d'une commission départementale en charge de la mise en œuvre du protocole institué par la loi du 14 mars 2016. C'est pour vous dire, on vient un peu corriger, finalement, essayer d'appuyer le travail qui n'a pas été fait, les protocoles, projets qui n'ont pas été véritablement mis en place. Donc, le but est d'inciter les départements à la signature de ce protocole qui permet d'apporter une réponse globale aux différents besoins du jeune. Moi, je pose la question de savoir si ça ne va pas être une usine à gaz. Voilà. En espérant effectivement que ce soit mis en place et que réellement ça a un impact dans la prise en charge des jeunes majeurs et que ça aide les départements à pouvoir aussi déployer des liens avec d'autres organismes, d'autres institutions. On verra que c'est important, notamment effectivement dans la préparation du projet pour accéder à l'autonomie. Alors, moi, je dirais juste en conclusion sur cette présentation théorique que finalement, la loi du 7 février 2022 pour les jeunes majeurs, c'est finalement un rendez-vous manqué, presque. Une occasion manquée, en fait, plusieurs soucis. D'abord, la loi ne permet pas de mettre fin à une divergence dans l'application des dispositifs selon les départements et il n'y a toujours pas d'harmonisation, finalement, des conditions d'accès à l'aide des jeunes majeurs. Et
il y aura encore une appréciation des départements, même pour inclure les jeunes, prise en charge obligatoire ou pas, toujours cette appréciation selon les territoires. Deuxième chose, la loi ne prévoit aucune disposition sur la protection judiciaire des jeunes majeurs, qui relève toujours strictement pour les jeunes majeurs du décret du 18 février 1975 qui avait été adopté pour pallier à l'abaissement de l'âge de la majorité en 1974. J'ai le temps de livrer deux mots, c'est important. Voilà, parce que j'ai retrouvé des circulaires en plus des DPJ. Troisième chose, aucune approche globale finalement de la protection des jeunes majeurs, qui inclurait une protection administrative, judiciaire, jeunes ASE, PJJ, dispositions spécifiques, droits communs ou spécialisés avec la prise en compte du handicap. Enfin, il n'y a pas de vision globale, comme un peu la souris, enfin la montagne qui avait accouché d'une souris avec le CJPM. On espérait finalement, voilà, même de l'enfance, de la jeunesse, de l'adolescence, avec les aspects, que ce soit pénaux, que ce soit les aspects civils, administratifs, droits des étrangers pour les jeunes, et finalement, rien de tout ça. Et là encore, aucune approche globale. Et surtout, je finirai là-dessus, parce que c'est le thème général de cette journée, c'est qu'aucune disposition législative sur la place de l'avocat dans le champ de la protection administrative des jeunes majeurs. L'avocat est inexistant dans le texte de la loi du 7 février 2022 sur l'éventuel accompagnement par un avocat des jeunes majeurs dans l'accès à l'autonomie et pourquoi pas un accompagnement du département. On n'a aucune disposition, aucune place qui est faite, aucun rôle pour l'avocat. Bon, merci. Détaillé, précis et en même temps dans ce temps très contraint qui nous est un peu imposé. Mais en fait, l'idée, c'était effectivement qu'on puisse avoir les premières informations et qu'on puisse revenir sur différentes thématiques qui ont été évoquées. Alors déjà, je crois qu'on ne m'entend pas de l'autre côté de la télévision parce que j'ai des problèmes de son. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Diarra, donc, que j'ai présenté tout à l'heure et qui va nous expliquer un petit peu à la fois son témoignage de ces jeunes qu'on cherche par la zone, mais aussi, parce que c'est ça qui est important, son témoignage de président de repère, puisque lui, il voit les jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance et il est confronté très directement aux difficultés que ces jeunes peuvent rencontrer encore maintenant. Voilà, je passe la parole et moi, je m'absente quelques minutes pour essayer de trouver le technicien qui est le collègue. Merci beaucoup. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, parlez bien fort, parce que si peut-être ça remarche, les micros sont là-haut. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous donner ma présentation tout à l'heure. Oui. C'est bon, ok. Pour savoir d'où je parle. Je suis très content en fait, d'avoir entendu la présentation juste avant, parce que généralement, c'est moi qui l'ai fait lors des formations avant de faire ces affaires-là. C'est-à-dire d'expliquer à la fois le pourquoi, parce que je sais le pourquoi de ce qui est dans ces textes-là et la volonté qu'il y avait derrière. Et je sais également ce que ça donne sur le terrain aussi au niveau des départements, parce que certes, je suis sur un territoire président, mais notre action est partout, évidemment, et on est en lien avec des associations similaires, partenaires ou opératrices sur l'ensemble du territoire français et même à l'international, donc on peut même comparer. Et un point que j'ajoute également, c'est comment on en est arrivé à repère, c'est que pendant quelques années, plusieurs anciens de l'ASE dont je faisais partie ou encore pris en charge, parce que j'étais encore en accompagnement à ce moment-là, ont travaillé sur des recherches en sciences sociales. On n'était pas l'objet de la recherche, nous étions co-chercheurs. Donc, on a été formés, etc. Et donc, il y a eu 2 recherches qui sont sorties sur le passage à l'âge adulte, les aides en protection de l'enfance et sur l'appréhension de la parole des enfants en situation de suppléance familiale également. Et de là, on a eu un certain nombre de propositions, de travaux. Une partie de ces travaux ont mené à la loi de 2016. Une autre partie, on les a portés dans le cadre de la délégation interministérielle. Même en politique, les dira tous sont pareils. Et ayant auparavant
quand on a eu les expériences 2016, etc., là, on avait très clairement eu le mandat il n'allait pas se passer grand-chose. Donc, voilà, certains ont cru un petit peu, donc ça a été dur, mais ça n'empêche pas de continuer à pousser. Et il y a quelques failles, effectivement, qui peuvent être exploitées, parce qu'il y a toujours des petites utilités. Donc, sans revenir sur le détail, ce que je présente, c'est en général la situation du public protection de l'enfance. Quel est-il à l'âge adulte et quelles sont les difficultés que l'on repère. Et ce n'est pas moi seul qui ai vu, ni la société. C'est à la fois une compilation des différentes recherches, des analyses de la Haute Autorité de Santé, de l'adresse du ministère de l'Éducation, voilà, pour croiser assez souvent parce que, effectivement, même pour l'Observatoire national de la protection de l'enfance, le NPE, c'est assez difficile de recenser un certain nombre de données et de faire le boulot parce que un certain nombre de départements ne remontent pas volontairement leurs données parce qu'ils doivent le faire, mais ce n'est pas trop obligatoire, encore une fois. Voilà, encore une subtilité des textes. Donc, la NPE elle-même a du mal, la HAS arrive à faire ses tests. Enfin, bon. Donc, je vais directement dans le vif du sujet. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu plusieurs fois, mais parfois c'est important de entendre les choses. Donc voilà, en France, il y a à peu près 350 000 enfants et jeunes qui sont suivis par les services de protection de l'enfance. Et là, je parle de ceux qui ont une protection ASE. Derrière, vous avez à peu près 120 000 sur le pénal. Ces chiffres sont à mettre à jour maintenant, parce qu'en 1 an et demi, 2 ans, ça évolue un peu, surtout qu'il y a le Covid derrière. Enfin, il y a eu des changements. Il n'y a pas particulièrement plus d'enfants accompagnés, il y a plus de signalements, ça c'est sûr, notamment avec les campagnes et le contexte de mobilisation pour des violences intrafamiliales, etc. En revanche, sur la question des jeunes majeurs, il y a une nuance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il y a de plus en plus de mesures sur des territoires où il y en avait peu, mais les mesures sont de plus en plus courtes. Ça, c'est un phénomène qui date d'avant le Covid. Elle a commencé à peu près en 2016-2015, au moment où vous avez certainement entendu dans les médias, on est submergé de MNA, etc. Il faut trouver des économies. Donc, c'est un peu ça le discours. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de territoires qui accompagnaient plus ou moins jusqu'à 21, 20 ans, même si ce n'était pas tout le monde, qui ont commencé à faire plus de contrats, mais qui s'arrêtent en moyenne à 19 ans et 3 mois. C'est la moyenne nationale aujourd'hui des fins d'accompagnement. Donc, sur l'inégalité, ça a été très bien dit, l'inégalité d'accès à ce qu'on appelle contrat jeune majeur. Nous, on s'est un peu battu aussi pour que ce ne soit pas transformé en ceci dans le texte, parce qu'initialement, on parle d'accompagnement provisoire jeune majeur, la PJM. Son origine, c'est la loi qui fait passer la majorité de 21 à 18 ans. Le législateur allait se retrouver à ce moment-là avec des jeunes accompagnés et savoir qu'est-ce qu'on en fait. Du jour au lendemain, évidemment, il y en a qui étaient à ce qu'on appelait à l'époque la DAS, tout simplement. Eh bien, ils ont dit, on va créer un truc. À l'arrache, désolé du terme, ils ont créé les articles qui concernent l'accompagnement provisoire jeune majeur, d'où le nom provisoire, parce que ça n'avait pas vocation à durer, et surtout la façon dont c'est rédigé qui est assez interprétable, on va dire, avec le mot peuvent, notamment, etc., qu'on a essayé de faire changer avec la loi 2016. Là, c'était plutôt des rapports politiques qui gênaient, parce qu'il y avait un département socialiste gêné de bousculer les camarades. Donc, ils ont réussi à passer certaines choses dans le fait qu'on ne puisse pas le rompre en cours d'année scolaire. C'est déjà ça d'obtenu. La seule subtilité, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait si l'année scolaire est en cours quand on a 21 ans, par exemple, au mois de mars ou février. Là, ce n'était pas clair, mais en tout cas, aucun contrat ne peut être rompu en cours d'année scolaire. Je tiens à vous rappeler ceci, mais aujourd'hui, les départements ne le respectent pas. Ça, on le voit sur le terrain, beaucoup de jeunes, en cours d'année scolaire, sont mis en difficulté. Et petit disclaimer, comme on dit sur YouTube, je précise que forcément, je donne beaucoup d'aspects négatifs, ça veut dire que tout va mal et que tout va mal partout. Attention, et je donne les points les plus sensibles pour être vigilant sur cela. Oui, donc sur la loi de 2022, on a essayé de faire justement en sorte que la mention soit à peu près la même et qu'on rende obligatoire l'accompagnement. Il y avait une volonté délibérée de ne pas le faire. Et clairement, même si ça a été validé en réunion, en cabinet, etc.,
toutes sortes d'associations que vous connaissez certainement, que ce soit d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, les apprentis d'Auteuil, les Village, enfin, vous les connaissez tous, nous-mêmes, etc. Il y a eu des avancées, on n'était pas d'accord et content sur tout. Et arrivé au Parlement, patatras, on se retrouve avec un nouveau texte. C'est ce que j'appelle la fameuse méthode du ah ben c'était bien, mais nous on l'a trouvé mieux. Et depuis 2017, on a un peu ça sur plein de sujets pour avoir bossé sur la question de jeunesse et même SNU, retraite. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a un truc qui arrive comme ça, alors ça c'est mieux. Sauf que les gens du terrain ont dit c'est ça qu'il fallait. Et donc ça explique les différents. On avance un peu, mais en même temps, c'est pas trop. Il y avait une volonté de ne pas avancer et de ne pas rendre obligatoire, mais de garder la notion de contractualisation, tout en la rendant un petit peu plus visible dans la loi, parce que jusqu'à présent, c'était juste le gouvernement qui disait on contractualise avec ceux qui veulent, on a mis des financements. Là, la loi a juste un peu cadré cette dynamique de volontariat, sauf qu'un territoire qui n'aura pas la volonté ne le fera pas. Sur les aspects à retenir, donc je disais sur le nom, c'était à peu près 35 000 à 50 000 jeunes majeurs, voilà, à plus, ça dépend des moments, qui sont accompagnés. Il y a eu des pics à 72 000, mais quand on regarde les courbes, ça c'est à 18 ans, et petit à petit, vous voyez qu'il y en a de moins en moins. Mais par exemple, entre 18 et 19 ans, on perd un quart des jeunes accompagnés, puis de 19 à 20, on en perd encore une partie, et là, il n'y a même plus la moitié qui sont accompagnés. Et de 20 à 21 ans, là, je ne vous dis plus, voilà, il reste quelques milliers et c'est assez gênant. Sur les situations des accueillis qui, pour le coup, ne changent pas, et même avec les difficultés liées à la crise sanitaire Covid ou alors générale de la population qui sont exacerbées, évidemment, quand on a des difficultés sociales par-dessus, voire de santé, et je reviendrai juste après, les enfants et jeunes en protection de l'enfance ont 5 fois moins de chances de passer le baccalauréat général. L'INED avait fait cette étude en 2016. Entre-temps, il y a eu quelques dégradations, mais ils sont en train d'affiner leurs chiffres. Quand on regarde le niveau global des jeunes en France, je pense qu'on ne va pas être très, très heureux en voyant le résultat qui va en sortir. Bon, le chiffre des 1/4 de SDF qui se déclarent, il faut le dire correctement. Souvent, les gens l'entendent, mais ils ne savent pas le dire vraiment. C'est 1/4 des SDF se déclarent être un jour passés dans les services de protection de l'enfance. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un de 70 ans, de 50, ou actuellement de 20 ou 18, ou même des mineurs, ils vont dire oui, que ce soit à la DAS, l'assistance publique, l'ASE aujourd'hui, avec l'évolution des noms au cours des années, sont passés à l'ASE. Oui, ça c'est vrai. Par contre, autre chose qui est vraie, et là, il faut regarder l'INED pour le savoir, c'est un tiers des SDF de moins de 25 ans qui sont passés à l'ASE. Et là, c'est très préoccupant. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont, voilà, c'était pas il y a 15-20 ans, ils sont là en ce moment. Il y en a un tiers qu'on vous en croisez. J'ai fait entre guillemets, le test quand je croisais des jeunes qui demandaient simplement de l'aide, qui avaient l'air un peu en difficulté, mais qui n'osaient pas, je leur parle, je leur donne des indications. Et je donne toujours la question à un moment donné, est-ce que tu as été à l'ASE à un moment, parce que l'ASE ouvre quand même quelques portes derrière que nous, on peut exploiter en tant qu'association. Et bien, effectivement, beaucoup me le disent. Certains ne sont plus à l'ASE parce qu'ils ont fini par fuguer, d'autres ne sont plus parce qu'ils ont été mis à la rue, d'autres ne le sont pas parce qu'on n'a pas reconnu leur minorité, mais finalement, la minorité a été reconnue trop tard et en fait, du coup, ils n'ont pas de solution. Enfin, il y a toujours une difficulté de ce type. 30% des utilisateurs de services et d'hébergement d'urgence, ce sont, et de restauration gratuite, ce sont des anciens de l'ASE aussi. Donc là, on est encore sur du 1/3. Voilà, tout ça, ça interroge justement sur les modalités d'accompagnement. Et évidemment, je donne tous ces éléments à chaque fois au moment où on a des travaux assez importants de préconisation ou de création de dispositifs. Ce qu'il est important de savoir justement que là, c'est qu'il y a eu une difficulté sur le passage à l'âge adulte, justement, sur l'accompagnement avant peut-être, mais également sur la transition, qui était le nom au départ de notre recherche, mais nous, on a changé de passage au lieu de transition, parce qu'une transition, c'est fait dans la souplesse, dans la durée. Un passage, ça peut être brutal, ça peut être bien fait, on ne sait pas. Et on n'est plus dans ce type de difficulté. Et j'en termine là sur la comparaison à la population générale, qui a son importance. L'âge moyen de décohabitation, quand on quitte le logement de nos parents, jusqu'à 2022, c'était 25 ans. Ça faisait que de baisser depuis 2000-2002.
ça réaugmente. Maintenant, les jeunes restent plutôt encore à nouveau jusqu'à 26, 27. Bon, comment vous dire qu'un jeune de la zone ne peut pas le faire. Donc, généralement, on le retrouve à l'association, voire la personne retourne dans sa famille, le lieu où on l'a retiré pour le protéger. Ça peut être une difficulté de gestion en plus pour le jeune en termes d'anxiété et autres. Et il faut savoir également que l'âge du premier emploi significatif jusqu'à présent, c'était 23 ans, et le premier CDI stable, quand on a un emploi où on va durer, c'est 27 ans. Donc voilà, le 21 ans, c'est pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens. Sur la loi 2016, je ne reviens pas, on l'a dit tout à l'heure. Sur les difficultés que vous allez potentiellement rencontrer, et ça se développe, certaines plus en plus, d'autres existaient avant. Sur la solitude et le sentiment de solitude, c'est quelque chose qu'on a pu observer, nous, dans notre recherche, qu'on a pu observer sur l'association et qu'on a essayé de remédier via des activités, des projets, etc. Mais c'est quelque chose qui est identifié aussi maintenant des territoires. Il y a un vrai sujet, et donc c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez des dispositifs de parrainage, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'ASE, on est assez vite isolé de l'extérieur, d'autant plus auparavant. Maintenant, il y a des dispositifs qui permettraient plutôt de l'éviter, même si elles ne sont pas tout à fait mises en œuvre. Et à titre de comparaison, par exemple, quand j'étais petit, la quasi-totalité des enfants et des jeunes, quand on était en placement, moi j'étais passé de 2001 à 2012, pour vous situer, j'ai vu la dégradation au fil des années. Au tout départ, on avait au moins le séjour de l'été, au moins un séjour dans l'année ou une colo ou quelque chose. On pouvait faire une activité sportive ou culturelle dans l'année. Aujourd'hui, je connais très peu d'établissements ou de foyers qui ont ça en extérieur. Parfois, il y a des intervenants en intérieur, et encore, c'est s'ils ont de la chance. Donc, ça devient un peu plus compliqué. L'accès culturel, l'accès sportif, et donc l'accès aussi aux personnes extérieures. Nous avons des structures, et ça, j'en dis un mot, parce que dans la loi attaquée, justement, la loi de 7 février, on a introduit une définition de la maltraitance, on en a profité. Je l'ai co-rédigé, et notamment sur la question de la maltraitance institutionnelle, je faisais partie de ceux qui ont bien appuyé, parce que j'ai été en établissement maltraitant à un moment donné, pendant 2 ans, à Baston des Moulins avant. À ce moment-là, j'étais assez grand pour avoir un avocat au sens de la loi, mais personne ne me l'avait dit, je ne savais pas, je pouvais demander un... Ça m'aurait bien aidé, mais vous doutez que ça n'avait pas être la structure qui allait me le dire. Là, je ne me l'a pas dit, parce que eux-mêmes, je ne sais pas s'ils savaient trop. Et le juge ne l'a pas dit non plus. Et là, se retrouve une des préconisations que je fais régulièrement aux magistrats quand j'interviens, rappeler leurs droits aux enfants et aux jeunes, toujours, plusieurs fois, à chaque audience s'il le faut, mais c'est important. On ne sait jamais à quel moment on peut en avoir besoin. Moi, le droit qu'on m'avait dit quand j'étais petit, à un moment où je rentrais chez mes parents et que je ne voulais pas, mes études ne voulaient pas, les référents non plus, mais les chefs de service, oui. Donc, avec ça, le juge doit se dépatouiller. Toujours, elle a voulu faire une bonne action, elle a la retraite quelques semaines après. On était encore dans le contexte où il fallait mettre l'enfant à tout prix à la famille, au bout, etc. Moi, ce n'était pas le principe. Là, je sais que ça n'allait pas se passer X raisons. Eh bien, elle a décidé que je rentrais, et ça a été la catastrophe le jour même où je suis rentré. Mais les éducateurs, à ce moment-là, ils ont eu le réflexe, ils m'ont dit, si un jour ça ne va vraiment pas, tu peux demander à être placé. 2 ans après, j'étais à l'hôpital, j'ai demandé moi-même à être placé, mais j'avais que 13 ans et demi. Vous vous rendez compte de la violence quand même. L'enfant de 13 ans lui-même qui demande à être placé, au moins je connaissais ce droit et j'ai pu juste m'en saisir, mais on va y arriver. Donc, on a la recrudescence du misclonage aussi, la forme de prostitution, s'il faut définir. Voilà, la forme de prostitution, s'il faut définir. Voilà, contre des pratiques, contre des cadeaux, contre l'hébergement. Parfois, ça paraît anodin pour certains ou certaines. Je dis bien les deux parce que ça dit que autant chez les garçons que chez les filles, eh bien, il y aura des faveurs sexuelles. Donc, on est clairement dans de l'abus de faiblesse et de la prostitution. Et ça, sur certains territoires, notamment en région parisienne, autour de Lyon, autour de Bordeaux, ça développe beaucoup. On a des enfants, des jeunes atteints de troubles psychiques, handicap ou dépression et autres, mal accompagnés, faute de place suffisante dans la structure spécialisée, parfois aussi parce que ça n'a pas été repéré. Et là, je profite pour donner un point justement par rapport à la loi de 2016. La loi de 2016 instaure justement, avec le PPE, le projet pour l'enfant, un bilan de santé obligatoire. Les autorités de santé commencent à en faire un bilan à partir de 2020-2021.
avec l'IGAS, et on se rend compte que la majorité des départements déjà n'ont pas mis en place le PPE, et parmi cette majorité, enfin minorité qui ont mis le PPE en place, très peu ont mis en place le bilan de santé. Donc là, on réduit en pourcentage. Exactement. Et donc, si vous voulez vous donner les proportions, parce que c'est assez édifiant, je donne une note à chaque fois pour ne pas me tromper. Oui, voilà. Donc, déjà, sur les questions de difficultés psychiques et psychiatriques des troubles, ils sont en train de faire une étude actuellement sur une cohorte d'enfants sur plusieurs départements. On est à peu près à 49% qui ont des troubles d'ordre psychique en sortant ou en étant accompagnés en protection de l'enfance, quasiment 1 sur 2. Donc, la HS est encore présente là-dessus, parce que c'est encore en cours, mais on est quand même dans cet ordre-là. Donc, sur les points, ça existe encore dans certains territoires, malheureusement, faute de moyens, faute de personnel, il y a du traitement médicamenteux. Donc, j'attire votre attention là-dessus parce que, encore récemment, j'ai dû faire en sorte de faire tester ça sur un enfant en fait, qui n'avait pas besoin, c'est juste ça faisait une camisole chimique. C'est un peu gênant, mais voilà. On a une faible connaissance des sujets de jeunes LGBT+, troubles des déficits d'attention, etc., comme dans l'ensemble de la population, mais en protection de l'enfance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très nouveau, beaucoup sur ces sujets-là, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. On a des jeunes, évidemment, qui se retrouvent sans hébergement, on l'a dit tout à l'heure. Les ménages, on a dit un mot. L'hôtel, on avait poussé pour qu'il y ait une interdiction, justement, dans la attaquer suite à différents drames, notamment en hôtel, dont plusieurs morts, malheureusement. De jeunes accompagnés ont mis dans un hôtel, souvent des hôtels, bon, c'était pas Ibis, hein, pas un dessin. Et voilà. Donc, on a également les listes d'attente aussi. Vous allez peut-être être confronté. Un juge ou une juge va décider du placement. Le département n'a pas de place. Du coup, il y a des listes d'attente. Pendant le confinement, au tout début, j'ai eu quelques visios. Par exemple, en Essonne, ils avaient une cinquantaine, peut-être 60 jeunes enfants à ce moment-là, en attente de traitement. Dans le contexte de danger, parce que le placement avait été retenu, mais pas appliqué. Donc là, il est question d'application de la décision de justice. L'instabilité des parcours des jeunes en protection de l'enfance et des enfants, une conséquence pour après. Et évidemment, l'inquiétude sur l'avenir, qui est aussi un sujet sur lequel il faut travailler en amont. On parlait du rendez-vous de 17 ans, avant la majorité. Nous, on peut être présent à ce rendez-vous, les ADEPA, on a ces fonctions-là, entre autres. On a également différentes possibilités qu'on a réussi à introduire, comme le tiers digne de confiance, etc. Mais en tout compte, ça peut être un peu difficile. Certains territoires ont du mal à aller là-dessus, à ouvrir vraiment à des tiers qui ont été bénéfiques, parfois même les retirent. Évidemment, je sais à chaque fois quels sont les endroits, ça, on a tout ça, mais moi, je ne suis pas là pour faire des bons points et des mauvais points. C'est pour ça que je élargis toujours le sujet. Et évidemment, j'en termine à peu près sur ce point-là, justement sur la place de l'avocat et le fait qu'on puisse en avoir un. Il y a souvent cette question-là qui est posée lorsque il y a des situations sur la question de la maturité ou du droit aussi, ce qu'il prévoit. Donc déjà, effectivement, il y avait un léger flou. La loi de 2022 bouge un petit peu 2-3 points. Avec une personnalité ad hoc avant 13 ans, un avocat après 13 ans. Enfin, il y a des points comme ça où c'est un peu flou, qui demandent quand on informe à qui que l'enfant peut le demander, etc. Enfin, c'est vrai que là, il y a une espèce de zone un peu obscure. Ce n'est pas non plus totalement involontaire parce qu'il y a aussi un manque de consensus là-dessus. Par exemple, nous, à l'association, comme moi-même d'ailleurs, on n'est pas favorable à la systématisation, donc en plus, ça n'est pas possible de prendre ce droit effectif si on le disait. C'est comme le talot, voilà, il est là, mais par contre, tout le temps le mentionner, tout le temps le dire, le rappeler, et peut-être éclaircir qui doit financer aussi.
Si c'est le département qui paie l'avocat, il y a un problème. Si c'est les parents, souvent, il y a des situations où vous allez vous retrouver avec un avocat qui dit « je suis là pour l'enfant, mais c'est les parents qui le paient ». Donc, voilà. Donc, ces points-là est important à relever. Et généralement, je donne une phrase, c'est que il ne faut pas simplement écouter les enfants, il faut aussi les entendre. Enfants ou jeunes d'ailleurs. Entendre, c'est aller plus loin, il faut retravailler, il faut aller approfondir, il faut recontextualiser. Écouter, ça peut entrer là et ressortir de l'autre côté. Donc, en termes d'écoute, on est bien, on va dire. En termes d'entente, là, il y a énormément de travail encore à accomplir. Et évidemment, je pourrais compléter sur ces différents points, parce que là, on a introduit beaucoup d'éléments en même temps. Et voilà, donc j'en terminerai sur ce point-là. Merci beaucoup, et c'est vraiment passionnant de vous écouter parce que, et pour qu'on vous entende, parce qu'effectivement, mettre en avant les difficultés qui vous sont relayées, ça permet aussi de se rendre compte à quel point c'est important et que le passage, le passage à la majorité, la transition dont vous parlez, elle se prépare longtemps en amont et que si on veut que ça se passe bien, il faut que ça se passe bien avant. Et, donc, on va avoir un témoignage maintenant et puis un retour de Madame Vierès, donc sur le département du Nord. Le dispositif EVA, entrer dans la vie adulte, tout un programme. C'est le petit nom de l'accompagnement et de la préparation et de l'accompagnement du passage à la majorité, de la sécurisation en fait, du passage à la majorité et du parcours d'autonomie des enfants que l'on accompagne en protection de l'enfance. Alors, c'est un dispositif qui a été appelé, mis comme ça, la première délibération, c'était 2016. Et il y a eu une nouvelle délibération en 2020 où on a encore ajusté le dispositif. Alors, pourquoi? Parce que, au final, on est, même si Mehdi a l'air de dire que voilà, l'action des personnes concernées a peut-être pas eu un effet législatif, il a quand même eu un effet sociétal. Il a eu un effet, mais peut-être pas suffisant, ce que tu voulais dire. Mais malgré tout, la prise de parole des jeunes, leur travail a eu un impact. Il s'est conjugué. Alors, voilà, on a entendu, nous, on s'est basé sur le département s'était engagé dans la stratégie de pauvreté. Il y avait quand même dans son premier axe le zéro sortie sèche, donc il y a la prévention des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, donc il a rajouté en fait quelque chose. Il a rajouté un objectif encore plus précis à l'accompagnement qui était développé sur le département. Et on s'est beaucoup appuyé sur les travaux, justement, qui ont été réalisés aussi en parallèle de ça, et notamment, je pense que c'est Repère 94 qui avait travaillé aussi sur le guide, sur le document de référence sur la prévention des sorties sèches, et qui insistait sur ce qui donnait quelques bases de travail, et notamment l'importance du maintien des liens en premier, et ensuite, voilà, les autres aspects qui venaient ensuite. Parce que le fait que j'avais frappé, c'est que le maintien des liens venait en premier, avant même l'allocation financière, le logement. Enfin, voilà. Donc, ça a quand même beaucoup augmenté les travaux. Et puis, la loi de 2016, tout ça est sorti en même temps. Et peut-être pour rassurer aussi, parce que là, on est quand même sur la place des avocats, vous dire aussi que le contentieux a aussi fait bouger, il faut le dire, les départements. C'est-à-dire que le département du Nord, je pense, moi, j'y suis que depuis 2 ans à la direction enfance famille, donc je vais peut-être parler pour l'avant, mais j'ai le sentiment que était déjà depuis longtemps engagé dans l'accompagnement des jeunes majeurs, mais a eu aussi des tentations à un moment de réduire comme les autres, parce que confronté à tout un tas de difficultés, a peut-être envoyé à l'État aussi ses responsabilités, a été confronté à un moment à vouloir réduire, et que là, c'est effectivement ce qui a fait bouger les départements aussi. Au-delà de tout ce qu'on a dit sur le contexte, il y a aussi le contentieux. Administratif, clairement, parce que les décisions de refus sont notifiées, il y a des recours, et ça a fait aussi bouger. Donc, c'est un ensemble de tout ça, plus voilà, notre conviction à nous, à moi, à Anne-Dorès, qui arrive aussi au département, et on tient vraiment à ce que l'accompagnement ne soit pas optionnel, soit pas quelque chose qui se mérite, c'est une protection de l'enfance, et si les critères de danger sont toujours présents, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas attribuée. Et quand je dis que ce n'est pas au mérite, c'est parce que aussi le département était engagé dans l'étude et
L'étude ELAB, ça a été une cohorte, l'étude d'une cohorte de jeunes pris en charge d'aide sociale à l'enfance sur la durée. On en avait très peu à l'époque, on avait un peu plus de travaux scientifiques, et qui a bien montré que finalement, ce qu'on appelait les contrats APJM, que je déteste appeler comme ça, mais que je ne veux pas appeler comme ça, mais comme tout le monde les appelle comme ça, je vais dire, bénéficiaient finalement à ceux qui en avaient finalement peut-être le moins besoin. C'est-à-dire, c'était ceux qui déjà avaient le plus de chance, puisque c'est ceux qui pouvaient s'intégrer, qui pouvaient avoir des bons résultats scolaires, qui pouvaient respecter ce qu'on avait mis dans le contrat, et que par contre, le jeune en rupture qui n'arrivait pas à définir son projet ou qui n'en avait pas, n'avait pas droit à la protection. En fait, finalement, il faut inverser. On s'est dit, il faut inverser. C'est de ceux-là à qui on doit s'adresser au final. Donc, tout ça a fait qu'effectivement, la délibération de 2020 est teintée de tout ça et qu'on va y retrouver des éléments qui sont aujourd'hui dans la loi, qui fait que nous, on n'est pas tellement perturbé par la loi et c'est plutôt une continuité de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on a, dans la délibération, on trouve des dispositions qui s'adressent avant la majorité, parce qu'on l'a bien dit, hein, il y a de la préparation, mais il y a surtout prévenir les ruptures, parce qu'au final, ce qu'on va perdre, c'est souvent ce qu'on a perdu pendant la minorité, hein, ceux qui ont subi beaucoup de ruptures de placement, ceux qui, à un moment, n'ont plus confiance en l'institution, ceux qui ne vont pas vouloir de l'aide, parce que la seule chose, effectivement, comme je vous dis, c'est une protection, mais en même temps, les jeunes la refusent, on ne peut rien faire, nous. Donc, voilà, donc il y a tout ce qui concerne l'avant-majorité, ce qui nous a permis de développer des dispositifs aussi de maintien du lien avec des jeunes très en rupture, on travaille avec la prévention spécialisée, on essaie de travailler un peu là-dessus. À 18 ans, bah, ce n'est pas très original, là c'est plutôt les dispositions du code, hein. L'accompagnement jeune majeur, il est dans le code, donc c'est soit de l'aide à domicile, donc avec un accompagnement éducatif, avec ou sans une allocation financière, ou un accueil à l'aide sociale à l'enfance qui se prolonge. Et on a ajouté d'autres dispositions sur le soutien aux études, puisqu'on a rajouté une allocation pour ceux qui ont des bourses pour continuer leurs études. Le département rajoute 200 €. On a développé des coachs individuels pour l'insertion, voilà, des projets pour le logement des jeunes. On a fait des conventions avec la CEPAM. On avait déjà le droit au retour dans notre délibération. On est sorti de cette idée d'un projet d'insertion qui doit être tout à fait défini et clair. Voilà, on sait qu'on n'a pas forcément un projet d'insertion très clair lorsqu'on a eu un parcours un peu compliqué avant. On avait également indiqué le choix du référent. On avait prévu une personne lien. Alors, ça peut peut-être ressembler à la personne de confiance. Tout ça était un peu dans nos délibérations, dans nos projets. Et sur le public bénéficiaire, là aussi, effectivement, dans la délibération, ça s'adresse aux jeunes confiés à l'ASE, mais aussi confiés en TDC, quelle que soit la durée de ce placement. Et on l'avait ouvert aux jeunes de la PJJ, aux jeunes qui avaient des mesures à domicile, ou qui venaient d'un autre département et qui étaient en grande vulnérabilité. Après, il faut que je sois honnête, ceux-là, ils sont quand même, quand je regarde la population de ceux qui sont accompagnés aujourd'hui par EVA, ils restent très minoritaires. Mais c'est possible. Voilà. Et c'est étudié. S'il y a des demandes, c'est étudié. En 2021, on a aussi élargi, grâce toujours à l'appui du plan pauvreté, comme quoi parfois quand on est un peu soutenu par l'État, on arrive à mettre en œuvre des dispositions législatives, parce qu'on nous dit qu'on ne les met pas en œuvre, mais en même temps, voilà, on en rajoute toujours, en même temps, on ne nous donne pas forcément les moyens de le faire. Donc, grâce au plan pauvreté, on a aussi mis en place un accompagnement pour les majeurs MNA, qu'on a là pour le coup délégué en fait aux associations qui les accompagnaient dans leur minorité. C'est une expérimentation qu'on a faite, qu'on continue d'ailleurs, parce que ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'au final, les jeunes connaissent essentiellement les services qui les ont accompagnés dans la minorité. Donc là, peuvent prolonger leur accompagnement à la majorité. Et pour vous donner une idée, justement, comme dans le cadre du plan pauvreté, on devait donner des indicateurs assez précis sur comment on accompagnait. Je vous donne quelques données. On s'est rendu compte, et je rejoins les chiffres de Mamedi, qu'effectivement, sur une cohorte de jeunes de 18 ans, il y a à peu près 75% qui avaient cet accompagnement-là. Alors, vous allez me dire où sont les 25 autres, parce que du coup, on a dû aller chercher. On s'est rendu compte que 20% d'autres ont un autre type d'accompagnement, parce que la loi, elle dit que le département doit garantir un accompagnement à ces jeunes. Elle ne dit pas que c'est le département qui doit faire tous les accompagnements. Et notamment, quand on a regardé quel type d'accompagnement, il y avait des bourses, il y avait des apprentissages, il y avait parfois un accompagnement médico-social, parfois un CEJ. Et par contre, on perdait quand même 5% des jeunes. Là, on était vraiment en rupture.
Donc, on accompagne à peu près 3000 jeunes par an. Ça fait une cohorte de 1700 jeunes en général par mois, vous voyez, c'est ce que parfois, évidemment, ça se renouvelle. Et il y en a 9% qui n'ont qu'un accompagnement éducatif, 48% qui ont juste une allocation financière et un accompagnement éducatif, et 40% qui sont hébergés encore à l'aide sociale à l'enfance, pour vous donner un peu une idée. Parce qu'il me reste 5 minutes, je ne vais pas tout développer, mais je vais dire quand même qu'il y a effectivement des limites. Ce n'est pas parce que voilà, on a un département qui est plutôt volontariste et qui a envie de bien faire qu'on arrive à tout faire. Et on pointe les limites. Hein. Moi, je me suis rendu compte en travaillant avec les jeunes que les jeunes connaissent mal leurs droits et je comprends pourquoi la loi, elle a dit qu'il va falloir notifier. Donc ça, on ne sait pas encore comment on va le faire. Mais je trouve effectivement que malgré tout ça, les jeunes ne savent pas tous qu'ils ont droit, à quoi ils ont droit. D'ailleurs, on l'a mis, nous, dans notre délibération, qu'ils avaient droit au retour, mais est-ce qu'ils le savent bien? Enfin, tout ça, voilà. Ça, il y a encore du travail. Sur l'organisation des entretiens, il y a encore du travail, parce que je dirais que les dispositions de la loi 2016, on ne les avait pas encore toutes mises en œuvre. Donc là, on est en train de réfléchir comment on peut faire pour que ce soit faisable et que ce soit bien fait. Est-ce que c'est forcément au référent de l'aide sociale à l'enfance à faire? Est-ce que, justement, comme on a développé grâce à au soutien qu'on avait eu dans le cadre du plan pauvreté, on avait pu développer des services de suite, des mecs qui restent en lien avec les jeunes qui sont sortis. Voilà, est-ce que c'est pas plutôt par cela? Enfin voilà, essayer de voir avec les jeunes finalement quelle serait la meilleure personne qui pourrait les recontacter une fois sortis. Et puis voilà, tous ceux qui n'ont pas un parcours d'enfant confié, ça reste un peu une zone d'ombre. Et nous, on souhaite aussi progresser sur la mobilisation des services de l'État et travailler davantage avec le préfet parce qu'effectivement, il y a des leviers qu'on n'a pas. Et puis, je pense aussi que voilà, l'accompagnement du département ne peut pas être la réponse à la pauvreté des jeunes. Enfin, voilà, je suis là aussi à travailler, à continuer à travailler sur l'accès au droit commun et un droit commun qui s'ouvre aux jeunes. Enfin, voilà, on a un peu perdu aussi la bataille du RSA jeune, toutes ces choses-là, mais ça reste quand même la population entre... Voilà, nous on est là qu'à 21, hein, mais il y a encore jusqu'à 25 avant d'avoir des droits. Donc, c'est quand même tout ça où je pense que c'est intéressant qu'on ait les services de l'État avec nous. Et on n'a pas forcément, nous aussi, toujours la réponse. Nous, on est là vraiment au titre de la protection de l'enfance. On ne peut pas régler tous les problèmes d'insertion, de développement, et de soins. Voilà, je m'arrête là, mais je pourrais répondre aux questions. La lourde tâche de finir ce premier tour dans un temps réduit, mais je ne doute pas que tu vas y arriver. Ça présente un avantage quand tu es le dernier, c'est que tu fais la voiture balai. Du coup, tu complètes tous les trucs et tu peux prolonger un peu la réflexion. Alors d'abord, un petit mot sur le vocabulaire. Moi, il y a des termes sorties sèches. C'est tiré de l'administration pénitentiaire. C'est exactement les mêmes termes pour les détenus qui sortent de prison. Donc, il faut quand même faire gaffe à l'utilisation du terme sortie sèche. Et d'ailleurs, il ne va pas échapper qu'en 2016, on parle du pécule pour l'allocation de rentrée scolaire des gamins qui sortent de l'ASE. C'est là aussi tiré de l'administration pénitentiaire. Je dis ça en présence de Nadia, qui est spécialiste de l'administration pénitentiaire. Pécule et sortie sèche, c'est du droit pénitentiaire. Pour parler de l'ASE, je dois dire qu'il y a des termes plus appropriés. Alors, deux petits compléments. Sur l'entretien de pré-majorité pour les mineurs isolés, puisque je vais parler principalement de la place de on parle de l'information du jeune sur son droit au séjour et à l'asile. On ne parle pas de la nationalité, c'est dommage, parce que je rappelle quand même que si les gamins ont été placés à l'ASE avant l'âge de 15 ans, ils ont un droit à la nationalité. Le législateur a oublié, c'est un lapsus, et c'est quand même particulièrement saisissant et important, parce que au moins la carte de séjour ou l'asile, tu peux quand même faire la demande quand tu es majeur, donc même si tu es informé tardivement, il n'est jamais trop tard. La nation, si tu ne fais pas la demande à 18 ans, c'est fini. Donc, s'il y avait bien un domaine sur lequel l'information devait être absolument essentielle, c'était celui-là plus que les autres. Deuxième remarque sur la personne de confiance. Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent, etc. Et on dit la désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Et tout le débat est sur c'est quoi la concertation avec l'éducateur référent? Est-ce que l'éducateur il a son mot à dire? Alors, pour certains aspects, on peut dire tant mieux, parce que si la personne de confiance, c'est le dealer, le caïd ou le proxénète. Par contre, si c'est le militant, et je le suis, qui accompagne le jeune face à l'ASE quand il se fait foutre dehors, et que le jeune me désigne personne de confiance, et que c'est l'éducateur qui va décider si je peux être ou pas la personne de confiance dans les relations avec l'aide sociale à l'enfance, ça peut poser quand même un petit peu plus de
question. Donc, on verra qu'est-ce qu'on appelle la concertation avec l'éducateur référent, mais c'est absolument essentiel d'avoir aussi la possibilité pour le jeune de désigner des gens qui se battent pour ses droits et qui ne sont pas nécessairement ceux que l'aide sociale à l'enfance aimerait avoir face à eux. Alors, je voulais rappeler ça, et puis je vais rappeler un point. Il y a une notion importante qui a giclé dans les articles qu'Isabelle a rappelé, c'est la notion d'insertion professionnelle. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des enjeux de contentieux. Donc, comment on va consolider le contentieux sur les règles existantes, celles qui ont avancé, et puis comment on peut bouger politiquement sur d'autres sujets. Alors, avec le GISTI, on avait, plusieurs associations, fait un état des lieux du contentieux des refus de contrat jeune majeur. C'était avant la réforme, et on a là 60 pages des jurisprudences qui avaient été établies avant la réforme, mais qui permet de voir les zones fortes, les sujets sur lesquels les choses peuvent être favorables et les sujets sur lesquels ça peut être un petit peu plus difficile. Il y a une bonne nouvelle, avec la rédaction du texte, il n'y a pas une antériorité du placement à l'ASE pour bénéficier d'un contrat jeune majeur. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y avait des départements, la Haute-Vienne ou le Calvados, qui par exemple avaient posé 2 ou 3 ans de placement à l'ASE pour obtenir un contrat jeune majeur. Là, le législateur ne met pas de durée. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le gamin, dès lors qu'il a été placé, quelle que soit la durée, il serait éligible, tant mieux, parce qu'il a fallu se battre contre des départements qui mettaient des clauses d'ancienneté. Donc ça, là-dessus, c'est réglé. Par contre, il a fallu, et ça vient d'être décidé par le Conseil d'État en référé il y a 3 semaines, se battre pour qu'on ne fasse pas obstacle à un jeune qui a une OQTF. Un département avait refusé un contrat jeune majeur en disant il a une obligation de quitter le territoire, donc on ne va pas faire un contrat jeune majeur, il a une OQTF. Référé liberté, novembre, l'OQTF n'est pas un obstacle à la délivrance d'un contrat jeune majeur. Ça, c'est des choses importantes parce qu'on voit bien le raisonnement. On ne va quand même pas faire un contrat alors qu'il est censé quitter le territoire. Donc là, c'est un droit qui est en train de se poser sur le fait. Il va y avoir un grand débat, évidemment, dans tous les départements qui mettaient la clause, l'exigence d'un projet pour faire un contrat jeune majeur. Là, ce qui change dans la loi, c'est qu'il y a toujours l'absence de soutien familial et l'absence de ressources, mais il n'y a plus la notion d'insertion sociale qui était posée comme une condition. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a perdu certains contentieux. Quand le gamin ne faisait pas d'efforts pour s'insérer, il avait de mauvais résultats scolaires, le Conseil d'État disait il ne fait pas d'efforts pour s'insérer, donc il n'est pas éligible au contrat. Vous savez, là, la nouvelle rédaction du texte dit il n'a pas de soutien familial suffisant, il n'a pas de ressources, il n'y a plus la condition d'insertion. Ça veut dire que, je pousse le raisonnement, il faudra qu'on l'ait devant les juges, ça veut dire qu'un gamin, dès lors qu'il est en difficulté, même s'il n'a pas de projet, je ne vois pas comment on peut lui opposer ce qu'on lui opposait jusqu'alors, qui était la notion de insérable ou pas insérable. Donc là, il y a vraiment une piste de contentieux. Il y aura probablement un jour à faire des contentieux, et je reprends ce qui a été dit par M. Dera, sur la durée des contrats, parce qu'on demande à des jeunes d'avoir des engagements, et en même temps, on a des contrats qui se réduisent. Et donc, il y aura peut-être un jour à se poser la question de est-ce qu'on ne met pas un jour en droit quelque chose d'un peu stable qui permet… Alors, ça, c'est des choses à consolider. Et puis, il y a des combats politiques à mener. D'abord, et tu l'as dit, il y a quand même quelque chose qu'il faut redire, c'est que l'État impose au département l'obligation de mettre des contrats jeunes majeurs et le même État refuse de financer les PJM. Et donc, je comprends que les départements les mauvaises en disant nous, on va devoir financer. Alors, en plus, on en discutait l'autre jour, une ligne budgétaire qui devait être allouée en compensation pour les départements, mais pour l'instant, la ligne n'y allait pas. Et donc, l'État ne balaye pas devant sa pratique. Le décret de 75 que tu as cité, il est toujours en vigueur. Il est toujours en vigueur. Simplement, il n'est pas financé. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi on s'interdirait de demander ces mesures, et certains magistrats les prononcent, c'est toujours en vigueur. Après, que l'État finance ou finance pas, mais qu'on sollicite au juge. Et je trouve que là-dessus, les avocats, je le dis comme je pense, ne mènent pas toujours la bagarre qu'ils devraient mener sur cette mesure-là, et parfois les juges eux-mêmes, parce qu'ils raisonnent sur le fait que l'État ne va pas financer, n'osent pas prononcer, en disant il n'y a pas les lignes budgétaires. Mais depuis quand on intègre les lignes financières avant de prendre une décision de justice? Donc cet article, il est toujours en vigueur, il n'a pas été supprimé par le CJPN, et donc l'État doit aussi être mis en responsabilité. Il y a les textes.
sur la prise en charge des jeunes majeurs. Ça, c'est une bagarre à mener. Alors, j'en vois d'autres. Évidemment, il y a tous les exclus, ça a été dit. Sont exclus du droit au contrat jeune majeur les gamins qui ont fait l'objet d'une aide à domicile, puisque là, c'est peuvent, doivent, ED, MO, les gamins suivis par la PJJ, je vais y venir tout de suite, ne sont pas pris en compte. Et alors, il y a un truc, et ça va être l'effet pervers de cette loi. Je rappelle que cette loi, elle vise comme objectif à poser le placement en famille d'accueil ou TDC, dans la famille ou tiers digne de confiance prioritairement. Or, le contrat jeune majeur, il faut avoir été placé à l'ASE. Ça veut dire que du coup, les gamins qui auront eu la chance d'être placés chez un membre de famille ou chez un TDC voient passer sous leur nez le contrat jeune majeur, puisqu'il faut avoir été placé à l'ASE. Vous comprenez le paradoxe, c'est-à-dire qu'on dit on doit développer le placement dans la famille, et en même temps, on dit le contrat jeune majeur, c'est pour ceux qui auront été placés en établissement ou en famille d'accueil. Donc là-dessus, il y a quand même une vigilance particulière à avoir sur ce public-là. Un petit mot sur les mineurs isolés. Alors, une petite remarque sur un contentieux. Il y a une belle procédure qui est en cours actuellement, lancée par Infomi, la JAM et Justi, sur une action en reconnaissance de droit par rapport à l'allocation de rentrée scolaire. Cette allocation de rentrée scolaire qui a été mise en place dans la loi de 2016, qui normalement devait être versée soit à la famille, soit à l'ASE, depuis 2016, elle est versée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à la majorité du jeune. C'était justement pour aider les jeunes majeurs. Sauf que les mineurs isolés, ils n'ont pas le droit à ça. Pour des raisons assez techniques du Code de la Sécu, donc eux ne peuvent pas bénéficier des allocations de rentrée scolaire liées à leur durée de placement, alors que c'était présenté comme une disposition emblématique. Donc, il y a une action reconnaissance de droit qui est en cours, un contentieux, pour que ces gamins-là puissent aussi avoir le pécule, je mets les guillemets, à la majorité, ils y échappent. Et puis, puisque je reste sur ce sujet-là des mineurs étrangers, on fait une loi sans aborder la question de leur droit au séjour. Et donc, ça veut dire que quand on dit on doit l'informer de l'accompagnement dont il bénéficiera sur le droit au séjour, sauf qu'on est toujours dans une situation aussi aléatoire, pour ne pas dire terrible, de coup près et de l'absence de titre de séjour. Donc, ça veut dire que c'est très déprimant pour les éducateurs. On doit mener des projets avec des jeunes sans savoir s'ils pourront obtenir un titre de séjour. Donc, on ne peut pas aborder la question des jeunes majeurs sans revoir le Code des étrangers et les conditions de délivrance des titres de séjour. Ça met tout le monde dans l'embarras et l'éducateur ne sait pas quoi dire au gamin. On lui fait un contrat et on dit on ne sait pas si la préfecture va t'accorder ou pas un titre de séjour. Donc, on exclut complètement dans cette loi ce volet-là. Et puis, je voudrais y revenir un petit mot sur les gamins suivis par la PJJ. Alors, le texte nous dit, en ce qui les concerne, ce n'est pas le droit au contrat jeune majeur, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, la possibilité d'évoquer avec eux le contrat d'engagement jeune. Une loi, donc, a mis en place ce contrat d'engagement jeune pour les 16-25 ans. Une circulaire adoptée donc, dans la foulée, 21 février 2022, empêche la signature d'un contrat engagement jeune si le jeune n'a pas de carte de séjour. Donc, circulaire du ministère du Travail et de l'Emploi, je cite la circulaire, la régularité de la situation du jeune majeur sur le territoire national est une condition pour signer un contrat d'engagement jeune. Par voie de circulaire, le Code du travail, lui, n'avait pas posé cette condition. Et donc, il y a un recours en cours, là, qui passe au Conseil d'État, Justice, Ligue des droits de l'homme, Infomi, etc., pour invalider cette circulaire, vous savez, qui exclut les jeunes majeurs en situation illégale. Vous voyez le problème. Donc, on a des gamins qui cumulent. S'ils sont passés par la PJJ et qu'ils n'ont pas de titre de séjour, vous voyez, on dit qu'ils sont passés par la PJJ, donc ce n'est pas contrat jeune majeur, on les met sur un contrat d'engagement jeune. Mais s'ils sont jeunes majeurs étrangers en situation illégale, on ne pourra pas leur faire signer ce contrat parce que la circulaire les a expressément exclus. Donc voilà, il y a deux gros contentieux en cours. Il y a l'action reconnaissance de droit sur l'allocation de rentrée scolaire. Il y a la circulaire sur le contrat d'engagement jeune. Et puis, je m'adresse aux avocats, il y a pas mal de contentieux qu'il faudra mener. Et tu as raison de dire que c'est ça que fait bouger les pratiques départementales, parce que
tu cites ton département et je sais, voilà, moi je suis sur le département des Hauts-de-Seine, 648 millions d'euros d'excédent, et avec des gamins qui seront jetés au guichet sur les contrats jeunes majeurs sans qu'on leur notifie même un refus écrit, c'est des refus guichets, etc. Donc, je pourrais faire la liste et on les cite là, les départements qui sont sur les pratiques les plus illégales. Donc, il y aura évidemment à consolider les quelques avancées pour les gamins qui ont été placés avant, etc., etc. Pour le reste, je partage ce qui a été dit. Il y a des dispositions qui, franchement, moi, ça m'amuse. Je rigolais quand tu rappelais la disposition du Code de la construction. On les met à l'article 441.1, les jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance, parmi les publics prioritaires en matière d'attribution de logement social. Simplement, il faut que vous alliez à l'article 441 du Code de la construction, vous verrez qu'ils sont positionnés en M de l'article 441.1. Alors, si vous êtes bon dans l'alphabet, M, ça veut dire qu'il y a ABC, machin, tatata, donc ils sont à la place M. Après, plein d'autres prioritaires, victimes de violences conjugales, logement insalubre. Alors, pour certains, ils cumulent, ce qui fait que peut-être en additionnant M plus J et peut-être C, ils pourront obtenir un logement. Mais en Île-de-France, quand vous êtes placé M sur les priorités d'un logement social, qui peut croire une seule seconde que ça va radicalement changer l'obtention d'un logement social. Alors, c'est amusant, je pense qu'il y a quelques conseillers qui ont été un peu éclairés à la chancellerie, parce qu'on dit, le jeune, il est prioritaire, ça a été dit, pendant 3 ans, sa sortie de l'ASE. Il y a une date de péremption. Ils ont dû faire une étude d'impact, ils se sont dit, si on se récupère tous les gamins de la DAS qui ont été placés dans les années 50 et qui disent, moi aussi, je veux un logement social. Donc, il y a quelqu'un, un technocrate, qui a dit, la durée de péremption en matière d'attribution d'un logement social, c'est 3 ans. Sauf qu'en Île-de-France, vous faites le calcul avec moi, si vous attendez déjà 3 ou 4 ans pour que votre demande soit évaluée, et bien là, du coup, vous n'êtes plus prioritaire. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Beaucoup de temps. Je vais vraiment qu'Isabelle revienne un peu sur la protection jeunes majeurs hors département, mais en même temps, vous êtes là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Son micro, le son ne fonctionne pas pour l'extérieur. Allez-y, Joanne. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question et je rejoins le monsieur. Excusez-moi, je n'avais pas repris. Oui, c'est pas grave. Oui, je rejoins. Je suis quand même assez déçue. Enfin, je fais une parenthèse, une réflexion. Je suis assez déçue, en tout cas, de la loi Taquet, parce que d'un côté, c'est vrai que l'objectif, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était d'institutionnaliser, de maintenir un lieu de placement habituel. Et on a évoqué même pour les ménages la possibilité aussi de placer auprès des tiers dignes de confiance. Moi, je m'inquiète parce que du coup, alors, c'est intéressant. On a une loi qui propose quelque chose qui pourrait être intéressant. On verra ce que ça va devenir dans la pratique. Le problème, c'est comme je vous rejoins, et je dis que c'est quand même dommage et c'est quand même, on nous coupe l'herbe sous le pied parce qu'il y a quand même une hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un arrêté qui a été du 4 mai 2022. Je le dis bien parce que je rejoins la protection de l'enfance, parce que par rapport au département où on dit moi je fais que de la protection de l'enfance, j'entends, mais à un moment donné, il est vrai que dès lors qu'on a la possibilité de placer un mineur non accompagné auprès d'un tiers digne de confiance, on va se retrouver dans un gros problème juridique. Lorsqu'on regarde l'arrêté du 4 mai 2022, les listes des pièces obligatoires pour demander un titre de séjour et où il est exigé dans l'arrêté, qui n'est pas contesté, est exigé la condition d'une décision judiciaire de placement à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que les dispositions du CESEDA qui parlaient de le mineur qui est confié à l'aide sociale à l'enfance, là on parle d'exigence d'une condition qui vient, j'ai envie de dire, contredire un petit peu la loi, vient un petit peu dans une certaine ambiguïté, parce que le fait d'exiger une décision judiciaire de placement à l'aide sociale à l'enfance pour obtenir un titre de séjour pour les enfants placés avant l'âge de 16 ans, finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on parle vraiment de protection de l'enfant de façon effective? Voilà. Il y a juste un point, effectivement, c'est que ces jeunes-là, le texte dit mineurs confiés à l'ASE, ils ont modifié le CESEDA avec marqué ou chez un tiers digne de confiance, mais nous sommes d'accord, il faudra toujours de toute façon une décision de justice. Je voudrais qu'on utilise de quelques minutes pour que Isabelle puisse nous présenter un peu, parce que je crois que c'est vraiment très important. Il existe depuis presque 50 ans ce décret,
75, ouais. 75, ce décret sur l'accompagnement des jeunes majeurs et la possibilité à un juge des enfants de prononcer une mesure de protection jeunes majeurs. Ça n'est plus du tout, Christophe nous l'a dit, et Isabelle aussi, mise en œuvre parce qu'il n'y a pas de financement. Et pourtant, Alors, allez, je voulais en parler. C'est important parce que ça rejoint le thème général de la journée. Donc, pour refaire un résumé très schématique, l'avocat pour la protection des jeunes majeurs, en phase administrative, rien n'est prévu, rien n'est obligatoire. Et on va le dire, pour les jeunes majeurs, on est rarement présent, sauf si on a été l'avocat du jeune mineur et qu'on peut travailler sur la continuité et même garantir cette continuité des parcours avec, bien sûr, le soutien du département, etc., des éducateurs. Donc là, effectivement, mais l'intérêt et l'importance qu'on a évoqué depuis ce matin, de la désignation d'un avocat pour le mineur pendant la minorité et au plus tôt. Donc ça, phase administrative, pour les jeunes majeurs, rien n'est obligatoire. L'avocat est obligatoire pour les jeunes majeurs lorsque il est ce qu'on appelle un mineur dit délinquant. Là, l'avocat est obligatoire. On sait que les MEJ, les MEJP, le contrôle judiciaire, le sursis probatoire, les mesures d'aménagement de peine, ça va au-delà de la majorité. Et effectivement, l'avocat, là, est toujours obligatoire. Reste, finalement, cette mesure, cette PJM qui est extrêmement importante. C'est là où l'avocat peut vraiment reprendre un rôle important. Je vais en parler parce que c'est un outil qu'on utilise très peu. Parce qu'effectivement, au fil des années, on l'utilise de moins en moins. Et je pense même que beaucoup de confrères qui interviennent dans le droit des mineurs ne connaissent peut-être plus cette mesure. Je parle des plus jeunes qui exercent. Et même, j'ai cru entendre que certains juges des enfants pensaient même que le texte était abrogé. Bon. Je veux juste reprendre d'abord le texte. Notez-le bien, c'est le décret numéro 75-96 du 18 février 75. Pourquoi c'est important? C'est une protection judiciaire. Donc, ça veut dire que l'avocat, il a sa place. 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, et le texte le dit, jusqu'à l'âge de 21 ans, toute personne majeure ou mineure émancipée, éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale, a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation de l'organisation d'une action de protection judiciaire. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de notion de mineur sortant ou pas de l'aide sociale à l'enfant. C'est tout. Et d'ailleurs, qu'il soit délinquant ou pas délinquant, hein, c'est tout mineur, enfin jeune majeur ou mineur émancipé, jusqu'à l'âge de 21 ans. Le critère, ce sont des graves difficultés d'insertion sociale, mais le juge des enfants, je sais que voilà, il peut avoir une appréciation quand même assez souple. Mais ce qui est important dans le texte, c'est ça, c'est que cette personne qui peut bénéficier de cette mesure doit le demander au juge des enfants. Il doit le demander. Donc, il doit être conseillé, il doit être informé de l'existence de cette disposition et il doit être conseillé aussi pour pouvoir formuler cette demande, pour être sûr que le juge des enfants y accède. D'où le rôle et l'importance de l'avocat. Pour dire, ah bah attends, il y a cette situation, bah tiens, la PJM, on peut en discuter et voir un peu comment formaliser justement cette demande. Alors, la difficulté, je rentre dans le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que ce qu'on entend souvent, et ce qu'on a encore entendu dans une journée, un séminaire en présence de Mme Ouerlier également, c'est que les juges des enfants, souvent, peuvent prononcer des mesures de protection jeunes majeurs, mais le problème, c'est qu'il d'abord faut négocier avec la DTPJ pour être sûr qu'il y ait effectivement un financement. Ce qui s'est passé, alors je fais des recherches, parce que il y a cette question de, voilà, c'est plus financé. C'est pas si clair que ça. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a deux circulaires de la DTPJ. Il y a une première circulaire, c'est celle qui est la plus intéressante, du 23 mars 2005, et une autre circulaire qui confirme en 2-3 mots le contenu de la circulaire de 2005, le 15 décembre 2007. Mais la circulaire du 23 mars 2005, elle ne dit pas la DTPJ ne financera plus. C'est plus nuancé que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la DTPJ a d'abord fait le constat qu'il y avait eu des dérives. Voilà. On utilisait un peu trop, on va dire, cette protection jeune majeur, pas forcément dans le but de la loi, comme inscrite. Par exemple, il y avait des prises en charge de jeunes qui ne relèvent pas de ce dispositif, qu'il y avait une absence de participation financière du jeune, parce qu'effectivement, le jeune doit y participer s'il en a les capacités, aux mesures qui seront prononcées dans le cadre, des placements au titre de la PJM sans que les dispositifs de droit commun soient exploités, etc., etc. Donc, ce que dit la circulaire, c'est d'abord qu'il faut recentrer la PJM sur les jeunes majeurs les plus en difficulté,
donc recentrer, réduire de façon significative les pratiques consistant à faire appel à la protection jeunes majeurs en vue d'apporter simplement une aide matérielle ou d'opportunité aux jeunes, notamment en matière de logement, et de rééquilibrer l'activité de la PJJ au profit des mineurs, et notamment des mineurs délinquants. Mais cette circulaire, elle vient pas dire que la circulaire ne vient pas dire qu'il n'y a plus de financement. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il faut que ce soit extrêmement bien motivé. Et d'ailleurs, la circulaire va indiquer que pour les mesures en milieu ouvert, dans le cadre de la PJM, allez-y, il n'y a pas de souci. Ce qui pose réellement difficulté, c'est les mesures les plus lourdes financières, c'est-à-dire les hébergements. Mais ce n'est pas fermé. Par contre, il y avait effectivement quand même un souci, c'est que la circulaire venait dire au directeur des services de la PJJ de vérifier dans le rapport présenté par le service au magistrat en vue de sa saisine la pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande de placement du jeune. C'est-à-dire que quand même, avant même le juge des enfants, vous aviez un filtre et le directeur de service de la PJJ qui devait contrôler un peu si d'abord le mineur jeune majeur en question présentait les critères adéquats selon la loi. Ça, c'est pour vous dire, saisissez-vous de la PJM, c'est un outil complémentaire et c'est là où l'avocat, pour les jeunes majeurs, peut véritablement intervenir. Sauf que j'ai une question en lien avec la loi de 2002 et que je pose, que j'ai déjà posée lors d'un séminaire et c'est dommage que Mme Blanc soit partie, mais j'aurais bien voulu poser la question à un juge des enfants. Moi, la difficulté que j'ai et que je pose par rapport à la protection judiciaire, c'est qu'effectivement, si on lit finalement cette loi, on a l'impression que la protection judiciaire et les mesures, les mesures judiciaires pour les jeunes majeurs ne seraient financées par l'État que s'ils sont délinquants. Pour le reste, c'est le département. Et pour moi, ces jeunes majeurs, ceux qui bénéficient d'une prise en charge obligatoire, les 5e alinéas, par le département, et c'est une obligation légale maintenant, au département, échappent pour moi, de fait, à la compétence judiciaire. C'est-à-dire que si je saisis le juge des enfants pour demander une PJM pour un jeune, qui normalement devrait relever de cette prise en charge obligatoire, mais qu'il aurait refusé, parce que ça ne convient pas à ce qui est proposé par le département, par exemple, est-ce que le juge des enfants ne risque pas de m'opposer le fait que c'est de la compétence exclusive, finalement, du département, puisqu'il y a une prise en charge obligatoire. Donc, ces jeunes, oui, c'est ça. Moi, l'effet induit peut-être de la loi de 2022, c'est que pour ces jeunes pour lesquels la prise en charge est obligatoire, est-ce qu'on peut encore faire une demande de PJM, le juge des enfants pouvant considérer que c'est à la charge du département? C'est la question. Question posée, question ouverte. 30 secondes, Christophe. Et, juste pour prolonger, j'ajoute que par ailleurs, le gamin, il fait la demande, mais ça veut dire que concrètement, il peut faire appel du refus de la délivrance. Il y aura un jugement. C'est ça, c'est important de le redire parce que on n'a pas de jurisprudence là-dessus sur la possibilité pour le gamin de faire appel. Par contre, on a une jurisprudence de la Cour de cassation en 90 sur les services mandatés qui, eux, faisaient appel du prononcé ou du non prononcé d'une protection judiciaire majeure. Ça veut dire que concrètement, le gamin il fait une demande de protection majeure, le juge ne la prononce pas, on peut aller devant la cour d'appel. Non, mais voilà, il vaut mieux le dire le pas oui. On peut aller devant la cour d'appel pour venir le faire, y compris devant celle-ci. C'est-à-dire, je voulais juste prolonger, c'est-à-dire que la cour d'appel peut éventuellement être saisie sur là-dessus. Hein, c'était juste cette prolongation. Alors, Terrain, un dernier mot, un mini-mot, mais c'est normal que le dernier mot. Oui, donc, du coup, c'est parfait parce que ça retrace un peu tout. Une à être très rapide du coup, mais c'est des points que je pensais nécessaire d'évoquer. Déjà, attention à la notion de droit commun. Effectivement, le droit commun, déjà pour les jeunes en général, il n'est pas très développé à 25 ans. Et le pourquoi il n'y a pas eu le RSA, c'est que nous-mêmes, quand on a accueilli, les associations, nous sommes pas tout d'abord sur cette question. Par exemple, personnellement, j'y suis opposé. Pourquoi la seule perspective d'un jeune en sortant de la protection de l'enfance serait de lui dire tu es pauvre, tu vas avoir un revenu de solidarité active à 500 € par mois, parce que c'est ça le RSA. Et deuxième point, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est par rapport à l'application de la loi du 7 février 2022. La loi, la communication, et même bien regardé sur le site du gouvernement, ils le savent très bien, et ils sont malins, parce qu'ils l'ont bien écrit du coup, la loi n'impose aucune obligation ferme.
Et ça, on le savait très bien. On avait mis les mots et les virgules au bon endroit et ils ont été retirés au bon moment, comme je vous l'ai dit. Donc, il impose juste qu'on propose une solution. C'est ça le non sortie sèche. Un département dit, je t'ai orienté vers la mission locale, tu as un contrat d'engagement, c'est bon, il y a une solution. C'est ça la loi aujourd'hui, la loi Taquet. Ah, je t'ai orienté vers le CROUS, tu as la bourse échelon maximal, parce que c'est un droit de la 2 aussi, il faut le savoir, un droit de la 2, on l'a eu en la loi 2016. Eh bien, parce qu'avant c'était un peu ambigu, il y avait une circulaire, enfin, bref, eh bien, il y a une solution. Mais si ce jeune a des problématiques psychiques, si ce jeune n'a pas de logement, parce qu'il est prioritaire au logement couche, si ce jeune n'est pas étudiant, enfin, il y a plein de conditions qui font qu'on peut y échapper à la loi Taquet. Donc, il n'y a aucune obligation finalement. Orienter le jeune, c'est ce que faisaient déjà les éducs qui font bien leur boulot. Je ne connais pas d'éducs qui jetaient un jeune à la rue sans dire téléphone. Des fois, cette solution, c'est nous. Hein. C'est appelle la DEPAP, ils vont t'aider. C'est une solution au sein de la loi Taquet. Non, mais je rigole même pas, c'est vraiment ça. Il y a des départements qui osent faire ça. Eh bien, c'est important que je le dise, ce point-là. Deuxième point, sur le pécule, de la même façon que pour le RSA, c'est un peu un piège. Il y a un intérêt dès lors où ça peut être substitué. Certains départements avaient commencé à dire « Ah, il y a le pécule maintenant à ta majorité, du coup, pas d'accompagnement. » C'est ça la réalité du pécule aussi. Donc, certains voulaient qu'il soit retiré ou qu'on le réécrive, mais la façon dont c'est rédigé actuellement, il faut faire attention à cette subtilité. C'est ça qui fait que certains départements ont essayé de dire plus d'accompagnement, parce que maintenant, ils ont un pécule à 18 ans. Sauf que le pécule, quand on est arrivé à 16, 17 ans à la 2, voilà. Et même avant, on ne nous lâche pas 2 millions d'euros d'un coup, hein, c'est pas de jackpot. Et enfin, sur les arrivées, effectivement, très tôt pour les MNA, eh bien, il y a clairement un sujet sur lequel il faut travailler, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les départements savent très bien parfois le droit en question, arriver avant 15 ans, etc. Et même ceux arrivés après, 17, 16 ans, etc. Tout le temps, on a eu une augmentation phénoménale du nombre de jeunes qui viennent nous voir à 18 ans, 19 ans, qui n'ont pas eu d'accompagnement à ce niveau-là administratif. C'est-à-dire que je leur dis qu'est-ce qui a été fait. Bien. Et je me dis, mais t'étais où? Ils étaient accompagnés par un service. Il y a de plus en plus de services MNA dans les départements, dans la 2. Mais que font ces services-là du coup? Parce que théoriquement, ils sont formés, il y a des assos en lien, ça. Mais souvent, je vois que la seule chose qu'ils ont fait, c'est aller à la préfecture déposer un dossier. C'est bien, mais à part ça, et si tu arrives avant 15 ans et que le jeune vient boire, il a 18 ans et un jour, c'est fini. Hein. Et ça arrive très souvent. Et voilà, la conclusion sur tous ces éléments, c'est la loi de 2022 par rapport aux critères cumulatifs. Pourquoi il y a eu ces histoires de critères? En fait, tout a commencé avec la loi Bourguignon, la PPL. On avait travaillé au départ, la PPL partait d'une bonne intention, mais ce n'est pas le sujet. On l'a rencontré plusieurs fois. Il y a eu plein de critères cumulatifs qui ont été mis. Donc, en gros, ça allait mettre en difficulté beaucoup de jeunes de la 2. Et donc, voilà, il ne fallait pas avoir de soutien familial, pas de finances, pas de formation, pas de cumulatif. Nous, on a réussi à changer par des coups. Puis, on a réussi à faire sauter la barrière de 21 ans, etc. Puis, finalement, il y a eu le rapport. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a été nommée ministre. Donc, vous voyez, il y a des jeux comme ça aussi qui jouent. Mais nous, on peut utiliser ce genre de travaux. C'est-à-dire que la loi Taquet, il y a des failles. Parmi une des failles, justement, il y a ce fait que qu'est-ce qu'une solution dans le contentieux, c'est un jour le juge administratif dit ah bah c'est pas une solution très clairement et qu'il y a des choses posées, ça va aller dans le bon sens. Et on disait par rapport à un point qui avait été évoqué tout à l'heure sur justement certains départements prioritairement engagés sur des jeunes qui étaient plus en difficulté à un moment donné. Enfin, les moins en difficulté à un moment donné, il y en a d'autres qui ont fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, il y a une époque, j'aurais pas eu de contrat. Je n'aurais pas été accompagné à 18 ans, c'était bye-bye dehors. Et j'ai eu d'ailleurs à la fin de mon accompagnement une difficulté de ce type. Il y avait un complément de revenu de 146 €, compte du niveau que c'est, mais pour un jeune, c'est énorme. Pour que je continue mes études, j'étais en 3e année de droit à ce moment-là, eh bien, on me l'a supprimé parce que j'étais pas assez en difficulté. Non, mais c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut prendre le coup de bâton. Donc, j'aime bien dire les deux côtés sont possibles. Donc, voilà. Et normalement, j'ai fait le tour et après, voilà, c'est à disposition pour répondre à des questions en ligne ou avec coordonnées. Alors, merci infiniment. Merci à la
même au-delà de la majorité, on a un sacré travail à faire et que ce travail il commence avant. Donc, tu l'as très très bien fait, Isabelle. Tout est en lien véritablement avec la journée d'aujourd'hui. L'avocat dès le début et qui continue après les 18 ans. Voilà. L'avocat fil rouge. Sur le juge des enfants, là, c'est pas long du tout, c'est juste, retenez ça, le juge des enfants, quand il accompagne, souvent, moi, j'interviens dans leur formation, ils sont un peu frileux, ils ne savent pas comment se mettre par rapport au département. Ils imposent quand même des décisions au département qui sont censées les appliquer. Avant les 18 ans, ils peuvent mettre dans leur dernière ordonnance, ce jeune a besoin d'accompagnement, etc. Nous, derrière, ça nous permet de faire du contentieux aussi. Ça, le juge peut le faire. Le juge des enfants peut le dire avant 18 ans, à 18 ans moins un jour, il peut dire ce jeune a besoin d'aide, il n'est pas encore autonome, etc. Et si le département le met dehors, et ben, là, il y a des moyens de recours. Et le deuxième recours, c'est sur le plan administratif. C'est une compétence décentralisée, mais donc, comme toutes les autres, il y a quand même non plus le contrôle a priori, mais a posteriori, le préfet peut se saisir. Et donc, voilà, comme pour le logement social, on récupère. Vous n'avez jamais vu les préfets se saisir sur la protection de l'enfance. Il y a Hauts-de-Seine, je le dis comme exemple, mais voilà, 650 millions d'euros d'excédent. Le préfet pourrait dire, ah bah, vous avez quand même de l'argent, ou c'est pas des moyens. Et il faut dire le compte de l'État, ou voilà, ils ne le font pas. Merci beaucoup. Merci à tous.